reconstruction du ligament croisé antérieur, le positionnement correct du tunnel osseux est essentiel pour restaurer la biomécanique du genou et minimiser les complications telles que l'échec du greffon, l'instabilité ou les conflits mécaniques. L'évaluation radiologique permet de vérifier la position du tunnel. Sur du simple cliché standard, il est possible donc de juger si les tunnels respectent l'anatomie native de LCA et donc la biomécanique du genou. Commençons par le tunnel fémoral. Pour évaluer la position du tunnel fémoral après reconstruction de LCA, nous utilisons la méthode de Bernard et Hertel. Il repose sur un quadrillage de condyle fémoral latéral en vue de profil strict grâce à 4 lignes de référence. La ligne de Blumenset qui correspond au toit de l'échancrure intercondylienne, la ligne postérieure du condyle fémoral latéral tracée le long de sa corticale postérieure, la ligne antérieure du condyle fémoral latéral tracée le long de sa corticale antérieure et la ligne distale du condyle fémoral qui rejoint le point le plus bas du condyle. Ces 4 lignes définissent un cadre rectangulaire dans lequel on peut situer le centre du tunnel fémoral. Idéalement, il doit être placé dans le cadran postéro-inférieur, à environ 24 à 27% de profondeur depuis la corticale postérieure, c'est-à-dire la distance entre la corticale postérieure et la corticale antérieure, et 30% de hauteur depuis le toit de l'échancrure, c'est-à-dire le centre doit être à environ 30% de la hauteur depuis la ligne de Blumenset vers le bas. Autrement dit, c'est le cadran postéro-inférieur en arrière et en bas d'un rectangle, mais pas trop bas ni trop arrière, exactement là où se situe l'empreinte anatomique de LCA. Un tunnel trop antérieur provoque une perte de flexion et un conflit antérieur. Trop postérieur, c'est le risque de blowout de la paroi postérieure et d'instabilité persistante. En vue de face, l'orifice du tunnel fémoral doit se projeter en arrière de la crête intercondylienne latérale, dite resident ridge, au centre de l'échancrure. En vue de profil, l'évaluation du tunnel tibial repose sur 3 lignes de référence. La ligne antéro-postérieure du plateau tibial, tracée depuis le cortex antérieur jusqu'au cortex postérieur. Cette longueur correspond à 100%. La ligne tibiale antérieure qui marque le point de départ de la mesure. La ligne tibiale postérieure qui marque la fin de la mesure. Le centre du tunnel doit se situer entre 40 à 45% de cette longueur, en partant de l'avant. C'est la zone la plus fréquemment citée dans la littérature comme correspondant à l'empreinte anatomique de LCA. Pour Insall et Scott, il est précisé que l'on peut aller jusqu'à 48% à condition que l'orientation du tunnel soit correcte. Cette orientation se mesure par l'angle formé entre l'axe du tunnel tibial et l'axe longitudinal du tibia. L'angle optimal est compris entre 50 et 55 degrés. Un angle plus vertical, c'est-à-dire supérieur à 55 degrés, entraîne une sortie trop antérieure avec un risque de conflit contre le toit de l'échancrure en extension, ce qu'on appelle roof impingement. Un angle plus horizontal, inférieur à 50 degrés, entraîne une sortie trop postérieure, rendant le greffon inefficace et risquant un conflit avec le ligament croisé postérieur. Enfin, il faut rappeler que l'émergence intra-articulaire idéale se situe juste en avant de la corne postérieure du ménisque latéral, garantissant une trajectoire anatomique de greffon. En incidence de face, le contrôle du tunnel tibial repose principalement sur 2 repères. Premièrement, le tunnel doit être centré entre les 2 épines tibiales. Il existe une légère tendance médiale par rapport à les lignes médianes, car c'est là
que se situe l'empreinte anatomique du LCA. Deuxièmement, il faut vérifier la projection de l'émergence intra-articulaire. Celle-ci doit apparaître juste en avant de la corne postérieure du ménisque latéral. Si le tunnel est trop médial, le greffon viendra frotter contre le condyle médial et sera abrasé. S'il est trop latéral, il entre en conflit avec le condyle latéral et perd de son efficacité pour contrôler la rotation. En résumé, en vue de face, un tunnel tibial correctement placé doit être aligné entre les épines tibiales, légèrement médial et émerger en avant de la corne postérieure du ménisque latéral. Ici, les mesures radiologiques montrent des tunnels fémoral et tibial bien positionnés avec un angle de greffon à 20 degrés. C'est la configuration attendue pour une reconstruction anatomique et stable de LCA. Après avoir vu le contrôle radiologique des tunnels, intéressons-nous maintenant à leur correspondance anatomique. Ici, la méthode de Bernard et Hertel permet de quadriller le condyle fémoral latéral. Les zones colorées décrites par Kawaguchi montrent les empreintes natives de LCA. Sur ces pièces anatomiques, on retrouve la même réalité. L'empreinte fémorale du ligament croisé antérieur est parfaitement délimitée par la resident ridge et la ligne intercondylienne. En conclusion, la reconstruction de LCA n'est réussie que si les tunnels respectent l'empreinte anatomique native. Les radiographies standards en incidence de face et de profil strict permettent un contrôle fiable de leur positionnement. Associer rigueur radiologique et précision anatomique demeure la clé pour restaurer une fonction stable et durable du genou.